élégant, n'est-ce pas? Je voudrais savoir où je peux rencontrer le sport féminin, c'est-à-dire quelle pratique, et où est-ce qu'on peut rencontrer des sportives. Oui. Voilà, c'est la question que je vous pose. À la Croix-Rousse, il y a l'escrime avec Caroline au gymnase Flammarion. Vous avez aussi le football avec Sarah Desbos. Oui. Au stade Grégory Coupet, aussi rue Philippe de la Salle. Il y a de mémoire le tennis de table aussi, au gymnase Maurice-Seine. Oui. Et puis enfin la capoeira, qui se trouve au Parc Opie, qui se trouve rue Henri Gorju. Ok, oui. Voilà. Bien, je vous remercie. Et je vous aborde. Très bien. Au revoir. Alors, avant de parler de la Croix-Rouge, je vais dire simplement que je suis lorrain d'origine, natif de Thionville. Et en 1940, on a été évacué. C'était le départ de la Deuxième Guerre mondiale. Et on a débarqué, je dirais, à Lyon et à la Croix-Rousse en 1941. Et pourquoi la Croix-Rousse? Parce que ma grand-mère paternelle habitait la Croix-Rousse. La première école, c'était, à l'époque, je ne sais pas si on l'appelait une école privée, c'était l'école d'Ébiole. Je crois que c'était rue du Chariot d'Or ou rue d'Ivry. Je suis resté quelques mois ici. Ensuite, la rue du Mail, 27 rue du Mail, Vaucanson, c'était pas loin. Ensuite, 3 places de la Croix-Rousse. Donc, l'école était vraiment centrale. Par rapport où tu habitais? Par rapport au domicile. Au domicile, oui. Et notamment place de la Croix-Rousse. Place de la Croix-Rousse, ça a été, je dirais, mon dernier nid avant le mariage. C'est-à-dire que là, c'était 3 places de la Croix-Rousse. Et puis, l'étape suivante, j'ai fait la connaissance de mon épouse, qui était la fille du pâtissier, qui était 15 places de la Croix-Rousse. Je dirais que j'étais pas sportif, mais pas du tout. Quand j'avais la possibilité de faire sauter la gym ou le stade, je faisais sauter. Et à la Martinière, mon voisin de bureau, c'était André Camus, qui habitait le Clos Jouve. Et un jour, à table, je dis à mon père, tu sais papa, j'ai un problème à l'école. Il me dit, ah, les problèmes ça commence. J'ai dit, non, mais c'est pas au niveau des études, mais j'ai mon voisin de bureau qui me casse les pieds, etc., etc. Et mon père me dit, il y a 2 possibilités. La première, tu demandes à changer de place. Il fallait être courageux pour le demander. Et puis la deuxième, eh bien, tu descends à la cave, tu remets mon vélo en état et tu sors avec lui. Alors c'est le choix que j'ai fait. Alors bien entendu, c'est avec ma tirelire que j'ai remis en état le vélo de mon père. Faut savoir que le vélo, il datait de 1930. Donc c'était une charrette. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai fait 1 sortie, 2 sorties, 3 sorties. Et à la 4e sortie avec André Camus, on était du côté de Vancia. Donc les routes étaient tranquilles, il n'y avait pas de bosse. Quand on est dans l'Inde de ce côté-là, on est très bien. Et il y a un groupe qui nous a doublés. Et c'était une dizaine de jeunes avec des vrais vélos de course. Et ils nous ont doublés. Et je pense que mon ange gardien m'a dicté ce qu'il fallait faire. J'ai essayé de les suivre. Alors bien entendu, les vélos étaient beaux. Moi, j'avais ma charrette. Et ça a duré 4-5 kilomètres. Et puis, je les ai vus qui accéléraient. Et puis moi, je suivais encore. Et à un moment donné, il y en a un qui s'est laissé glisser vers moi et qui m'a dit « Dis, petit, il y a longtemps que tu fais du vélo ?» Et je lui réponds « Ben, c'est la 4e fois. »
J'ai jamais fait de vélo avant. Et là, il m'a dit, écoute, nous, on est des coureurs, on va maintenant s'amuser avec nos vélos, mais toi, tu vas demander à tes parents de t'inscrire dans un club parce que tu es doué pour faire du vélo. Et c'est mon tonton Raymond, donc Raymond Anglade, qui m'a fait inscrire dans un club. Le club, c'était le Vélo Griffon. Et voilà comment j'ai démarré. Et puis, sans le savoir, c'était le début d'une carrière. Je crois que j'ai fait une carrière par accident. S'il n'y a pas Camus, j'aurais jamais fait de vélo, j'aurais jamais fait carrière, et j'aurais fini dans la mécanique comme j'ai commencé. En 1957, j'ai eu l'occasion de devenir professionnel, alors que je l'avais pas prévu. Et en 1957, j'ai commencé à faire mon premier Tour de France. En 1958, bien entendu, le deuxième. Et en 1959, ça a été la grande année. La grande année, et il y avait notamment cette année-là, je dirais, les résultats. J'ai été champion de France la première fois en 1959, et je crois que le moment le plus fort, c'est quand on m'a joué la Marseillaise. J'ai commencé avec Louison Bobet, et j'ai connu, puisqu'on parle des grimpeurs, les deux grimpeurs de mon époque, c'était Charlie Gaulle et Bahamontes. Avec Charlie Gaulle, je vous ai dit que j'étais lorrain d'origine, Gaulle luxembourgeois. De chez lui à chez moi, il y avait 25 kilomètres. Et donc, Gaulle, il ne faisait pas de cadeaux. Mais avec moi, on n'était plus des adversaires, on était des frangins. Et Bahamontes, je veux dire que dans le Tour de France, moi, ce qui m'intéressait, c'était le classement général, et que dans le Grand Prix de la montagne, j'essayais de monter dans les premiers, mais jamais sprinté pour marquer des points au sommet d'un col. Ah oui. Par contre, Bahamontes, quand on était échappés tous les deux, il me demandait de le laisser passer. Alors je le laissais passer. Donc il y avait quelque part une amitié aussi qui dépassait largement le professionnalisme. Moi, c'est tonton Henri. Bonjour. Et je viens de te voir un peu jouer, où il faut que je mette des lunettes, mais je ne voyais pas la balle tellement ça allait vite. Oui. Oh là là. C'est vrai que ça va vite, ces choses. Hein? Oh, dis donc. On a eu l'occasion de jouer un petit peu tous les deux. Je dois dire, je me suis baissé souvent, j'étais un peu essoufflé. Quel âge as-tu? J'ai 18 ans. Comment tu es venu au ping-pong? Alors, ça remonte à 10 ans. J'ai commencé à faire du tennis de table. J'ai découvert le tennis de table au CP. Et du coup, j'ai bien aimé, donc j'ai continué pendant 10 ans. Avec des compétitions, des entraînements, tout le monde. Alors déjà, moi je parle de ping-pong et toi tu parles de tennis de table. Oui. Parce que les deux se disent. D'une manière plus courante, c'est vrai qu'on dit ping-pong, mais ça fait un peu penser au camping. Mais tennis de table, c'est le terme
soutenu. Oui. Mais même moi, je dis ping-pong, je dis ping. Alors. Ah oui, d'accord. Et ton objectif dans le ping-pong, puisqu'on dit tous les deux, Dans le le tennis ping-pong, de au table. jour d'aujourd'hui, mon objectif ce serait d'arriver à continuer le tennis de table malgré mes études, en me faisant plaisir. Tes études, Oui. qu'est-ce que tu fais comme études? Je suis en première année de DUT génie biologique Oui, et justement je fais mes études à Montpellier. oui. Donc je ne suis pas sur le club de la Croix-Rousse. Je reviens à Lyon que pour les championnats par équipe le week-end. Donc c'est pas tout le temps. Donc je m'entraîne sur Montpellier mais je reviens le week-end pour jouer en match. Alors, ça serait peut-être la dernière question. Tu as sûrement un rêve quelque part. En fait mon rêve d'aujourd'hui, peut-être arriver à jouer en match par équipe le niveau plus élevé que je peux au jour d'aujourd'hui, mais après c'est sûr que je veux surtout me faire plaisir. Envie de te faire plaisir. Alors là, je dois te dire, c'est ce que tu viens de dire, c'est le secret de la réussite. Parce que tu pratiques un sport, tu le pratiques avec plaisir. Si tu peux en faire un métier parce que tu le fais avec plaisir, je te dis bravo, tu l'as déjà gagné. D'accord, merci. Coralie, Oui, moi c'est Henri, bonjour. Henri Anglade. Écoute, je vais te demander une fleur. Oui. Est-ce que tu veux bien faire tomber ton masque? Je veux bien faire tomber mon masque, mais il faut que vous enleviez votre casquette. Ça y est, maintenant j'ai hérité de tout l'équipement. Alors je voudrais te dire d'abord que je suis arrivé ce matin et que ma curiosité voulait que j'essaye de faire un pas dans des sports que je ne connais pas. Et ton sport, eh ben, je dois dire que je ne le connais pas et je te demanderai dans un premier temps Vous expliquer de me l'expliquer. Moi, je fais du fleuret. Du fleuret, Donc il y a 3 armes en escrime. Il y a le fleuret, l'épée et le sabre. Donc ce qui change entre les 3, c'est bien sûr l'arme, les règles pour toucher. Donc quand je suis à l'épée, j'ai le droit de toucher partout. C'est le premier qui touche qui a le point. oui. Et s'ils touchent en même temps tous les deux, ils ont le point tous les deux. Ça, Oui. c'est pas compliqué. Le sabre, j'ai le droit de toucher tout ce qui est la partie au-dessus du tronc. Donc les bras et la tête. Et je peux toucher aussi avec le tranchant de la lame. Oui. Et le fleuret, moi je peux toucher donc toute la surface qui est en grise là. Je vais te demander ton âge, 18 ans, 18 ans. pas indiscret c'est bien. Il y a combien de temps? Ça fait 10 ans maintenant. J'ai commencé en 2004 avant les Olympiades. Donc j'ai commencé dans cette salle. D'accord. On se rend pas compte avec les années, mais ça fait long quand même 10 ans. Ça fait long. Et comment tu es venu À au l'escrime. fleuret? Non, d'abord, il faut savoir que souvent à l'escrime, on commence par le fleuret. C'est l'arme la plus difficile. Et c'est après qu'on peut changer en fonction du club ou de ses envies. On peut changer d'arme. Donc en fait, c'est grâce à ma mère qui enseigne dans cette école que j'ai commencé l'escrime. Elle a pris un tract parce que mon maître d'armes, il en distribuait. Elle m'a demandé à ma sœur et à moi si on voulait commencer l'escrime. Et moi, j'ai voulu, ma sœur non. J'ai continué. Et là, les prochains jeux arrivent à grands pas. Ils arrivent à grands pas, mais ils seront peut-être un peu trop proches de maintenant, puisque je me suis blessée, ça fait maintenant 9-10 mois. Et donc j'ai fait une saison blanche. Donc ça va être difficile pour se préparer pour les prochains JO de 2016, mais je vise ceux de 2020. Ça fait un beau projet, Je vais essayer. mais je veux dire à long terme. À long terme, oui. À long terme. Et partant de là,
au niveau du temps d'entraînement, dans votre vie, ça prend quelle place? Maintenant, moi je vais tous les jours, sauf le lundi, au Masque de Fer, donc mon club. Oui. Et il faut aussi compter les week-ends de compétition. Et comme je fais de l'international, il y en a beaucoup à l'étranger. Et souvent on part le vendredi en avion et on revient le dimanche soir. Donc je dirais 9-10 heures dans la semaine et plus tous les week-ends. Ça fait pas beaucoup de temps pour le travail scolaire. Ah, alors le travail scolaire, est-ce qu'il y a un objectif? Là, je vais essayer d'avoir le bac cette année pour devenir professeur d'EPS et maître d'armes. Autrement dit, tu as fait un choix, c'est-à-dire que ce que tu aimes, tu vas t'en servir plus tard pour ton travail. Pour mon travail. Alors ça, c'est le plus beau des cadeaux que le ciel peut nous faire. En tant que Parce sportif. que moi, personnellement, j'ai fait une carrière dans un sport particulier, le vélo, et arriver à faire une carrière avec un sport qu'on aime, je crois que quelque part, c'est miraculeux aussi. C'est vrai. À part le lundi, tous les jours, C'est vrai. tu te retrouves avec ton arme à la main. C'est vrai. Oui. Donc on arrive, on s'échauffe, on commence à s'échauffer. Et après, on fait ce qu'on appelle des fondamentaux. Donc les fondamentaux, en fait, c'est la base des jambes à l'escrime. Donc c'est ce qui va nous permettre de nous déplacer vers l'avant ou vers l'arrière. Et ensuite, on va tirer, on va faire des assauts. Et nous, on dit tirer en escrime au lieu de jouer, ou alors on dit ferrailler. Maintenant, tes projets. Mes projets. Donc mes projets à court Tes rêves. terme. Tes rêves. Mes rêves. Donc, déjà, j'ai une compétition ce week-end donc, en valide. Donc l'escrime qu'on a l'habitude de voir en compétition. Et il y a aussi l'escrime handisport qui se pratique dans un fauteuil. Et donc je vais faire les deux compétitions. Après, les objectifs un peu plus longs, il y a les championnats de France, bien sûr, par équipe et individuel, que je vais essayer de gagner, si possible. Écoute, merci. Merci à vous. Et bonne continuation. Merci beaucoup. Bon, écoute, Sarah, tu es peut-être surpris de voir un vieux papy comme moi, mais figure-toi qu'aujourd'hui, j'ai un objectif. Et ce matin, quand j'ai été reçu, on m'a parlé de Sarah et je suis content parce que je suis avec toi. Alors raconte-moi un peu comment tu es venu, toi, dans ton sport. Alors au début, j'ai commencé à faire de l'athlétisme pendant 2 ans à Caluire et ça me plaisait pas. Du coup, mon père, mon frère et mes cousins, ils m'ont proposé de jouer avec eux. Donc j'ai accepté, ça m'a plu. Donc je suis venue faire un essai au stade de la Croix-Rousse ici. Et ça m'a plu. Du coup, l'entraîneur de la Croix-Rousse, Romain Angelini, il m'a pris. Du coup, je suis restée pendant 2 ans à la Croix-Rousse, jouer avec les garçons. Et après, l'OL m'ont repéré. Je suis allée faire un entraînement. Et aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis à l'OL. Et je suis en CFA. On a un point commun, c'est la bicyclette. Alors là, il faut que tu m'expliques. Mais c'est quoi ta bicyclette alors? Moi, c'est on met le ballon devant et on tire en arrière en fait. Et toi, c'est le contraire, c'est la levée avant. Il y a combien d'années que le professionnel est arrivé chez les dames? Moi, je ne peux pas te répondre parce que je ne le sais pas. 30 ans à peu près. À 30 ans quand même. Ouais. Ah, je suis vraiment plus dans le coup. Je suis vraiment plus dans le coup. Mais c'est bien, alors moi je vais te dire, il faut d'abord faire ton sport parce que ça te plaît. Oui. Il faut que tu te régales, tu joues face à d'autres et c'est seulement après qu'il faut que tu penses à faire carrière. Oui. Alors il y a une question que je voudrais te poser. Le foot, ça prend quelle place dans ta vie de jeune fille?
Ça prend beaucoup de place. Donc j'ai entraînement toute la semaine, du lundi au vendredi. Donc les entraînements, c'est de 18h à 20h et le match le dimanche à 15h. Et donc on a un groupe de 20 sur la séance tous les jours. Donc voilà. Et on n'a que 14 qui sont prises le week-end. Donc, comme on dit, le travail il paye. Hein. Le travail il paye, Voilà. Ça sera la conclusion. Alors moi je vais te faire une grosse bise. Tu es super. Merci. Je débarque, j'ai vu votre numéro et j'en étais assez. C'est super, mais je dois dire que je ne connais pas du tout cette activité. Ouais. Et je vais déjà vous poser une question. Est-ce que c'est basé sur le sport ou alors si quelque part on est déjà au conservatoire de la musique? C'est un peu tout ça en même temps en fait. Comme vous voyez, on fait la musique, on chante. Ça s'appelle la capoeira, ça vient du Brésil. Et on dit jouer la capoeira. C'est-à-dire que c'est un jeu de combat où on fait des coups de pied qui peuvent être très dangereux. Et c'est sur la musique, donc on respecte un rythme, on respecte ce qu'on appelle un rituel en fait. Ça vient du Brésil et c'est une culture afro-brésilienne. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de mélanger ces différentes pratiques, c'est-à-dire qu'on veut toujours caser en France dans la culture, dans l'art martial, et la capoeira, c'est plein de choses en même temps. Comment ça vous est venu? Vous l'avez découvert où? Comment? Et je suis partie au Brésil par curiosité, suite à des études en anthropologie aussi, je voulais découvrir cette culture de plus près. J'ai vu là-bas pour la première fois la capoeira et ça m'a fascinée. J'ai eu envie de commencer à pratiquer là-bas. C'était à Recife, dans le nord-est du Brésil. Et quand je suis revenue en France, j'ai rencontré un maître de capoeira qui vit à Montpellier, qui est toujours mon maître aujourd'hui. On dit maître, c'est-à-dire que certaines connaissances, quand on arrive au bout du chemin, on n'arrive jamais au bout du chemin, même quand on est maître, mais on a un certain degré de connaissance, de pratique, d'expérience, autant dans la capoeira que dans la vie. Et donc je l'ai rencontré ici et c'est comme ça qu'on a pu continuer, j'ai pu continuer à pratiquer jusqu'à devenir instructeur, commencer à donner des cours, me former avec lui et d'autres professeurs et maîtres qui sont arrivés ici à Lyon. Et voilà, aujourd'hui il y a plusieurs groupes à Lyon. Moi j'ai commencé à donner des cours, ça va faire 10 ans bientôt. Il y a beaucoup de professeurs qui sont arrivés du Brésil à partir des années 90, fin des années 90. Donc de Rio, de Salvador principalement au départ. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de professeurs de différents groupes. Moi, le groupe auquel j'appartiens, avec qui je me suis formée, s'appelle Senval, qui vient de Rio de Janeiro. La capoeira, elle est partout, elle est dans les écoles primaires, collèges, lycées, MJC, centres sociaux. Parce qu'elle apporte beaucoup en fait. À la fois, il y a le côté évidemment sport, pratique physique. Et puis il y a le côté éducatif, le côté de l'histoire, il y a plein de choses, la musique, le rythme, donc du coup tout ça, ça peut apporter beaucoup quand on l'utilise, c'est un outil merveilleux quoi, avec les enfants et avec les adultes aussi bien sûr, mais avec les enfants dès tout petit. À la Croix-Rousse on a commencé aujourd'hui avec l'association Gingamb, qui est l'association que j'ai créée il y a 10 ans maintenant. Les cours commencent à partir de 3 ans. Mais je crois qu'il y a encore
à Lyon, en France, de belles choses qui méritent d'être connues. Ah oui, tout à fait, oui. Et puis ce monde-là de la capoeira, c'est infini, quoi. Il y a beaucoup d'histoires et puis ça continue, il y a toujours une évolution. Donc il y a toujours, même pour ceux qui sont dedans, à découvrir. Et il y a encore beaucoup de monde qui ne la connaissent pas encore. Vous venez de dire c'est infini. Malheureusement, pour nous, ça va être fini. Merci d'être venu nous voir. Merci encore. Merci. Merci à vous.